Saviez-vous qu'après 63 ans, la capacité de votre corps à réguler votre glycémie évolue discrètement, d'une manière que votre médecin n'a presque jamais le temps d'expliquer lors d'une consultation classique? Non pas que ces changements soient mystérieux ou irréversibles, mais parce que les mécanismes sous-jacents sont en réalité bien compris, simplement, ils ne se prêtent pas à une consultation de 12 minutes entre 2 prises de tension et un renouvellement d'ordonnance. Et voici ce qui rend cette approche véritablement différente des conseils habituels concernant la glycémie. La méthode la plus rapide et la plus durable pour faire baisser votre glycémie après 63 ans ne consiste pas à supprimer des groupes d'aliments entiers, ni à éliminer les glucides, ni à vous priver de nourriture, ni à ajouter un médicament de plus à une liste probablement déjà longue. Il s'agit plutôt d'intégrer à votre alimentation 5 aliments spécifiques qui agissent directement sur le métabolisme vieillissant pour réduire l'inflammation, stimuler les récepteurs d'insuline devenus inactifs et ralentir l'afflux de sucre dans le sang après chaque repas. J'ai vu ce scénario se répéter maintes et maintes fois chez des patients sexagénaires et septuagénaires venus me consulter, effrayés par un résultat d'analyse, persuadés que leur seul choix était les médicaments ou la souffrance. Ceux qui ont intégré ces aliments régulièrement à leur alimentation, qui ont compris non seulement quoi manger mais aussi pourquoi chacun agit ainsi dans l'organisme, sont ceux qui ont inversé leur tendance en quelques semaines et l'ont maintenue pendant des années sans avoir à recourir à la multitude de médicaments que leur médecin leur avait discrètement prescrits. Avant de parler du premier aliment, une petite faveur. Si vous souhaitez des vidéos qui expliquent réellement le pourquoi des phénomènes qui se produisent dans votre corps, au lieu de simplement vous donner une liste, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire dès maintenant pour me dire quel était votre taux de glycémie à jeûne cette semaine. Je lis tous les commentaires, et l'âge et les chiffres des personnes qui regardent mes vidéos influencent réellement les sujets que j'aborde ensuite. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici ce que presque personne n'explique suffisamment clairement lorsque la glycémie devient un problème après 63 ans, tout commence en amont des chiffres eux-mêmes. Les problèmes de glycémie commencent presque toujours par une hormone appelée insuline. L'insuline est la clé qui permet au glucose, le sucre circulant dans le sang après un repas, de quitter le sang et de pénétrer dans les cellules, où il est transformé en énergie au lieu de s'accumuler dans les vaisseaux sanguins et de les endommager. Chez un jeune adulte en bonne santé, ce processus se déroule sans accroc, efficacement et discrètement. Mais après des décennies de fluctuations glycémiques, des années de consommation d'aliments transformés, de sédentarité, de stress chronique et de troubles du sommeil, les cellules finissent par ignorer l'appel de l'insuline. La clé est là, mais la porte reste fermée. C'est ce que les chercheurs appellent l'insulinorésistance, et c'est le mécanisme à l'origine non seulement de l'hyperglycémie, mais aussi de la fatigue, des troubles de la concentration, de la graisse abdominale tenace et de l'inflammation que beaucoup de sexagénaires considèrent comme des conséquences inévitables du vieillissement. Voici pourquoi ce problème est si important après 63 ans. Avec l'âge, 2 facteurs simultanés rendent l'insulinorésistance plus difficile à gérer et plus facile à ignorer. Premièrement, la masse musculaire diminue naturellement avec l'âge, et les muscles sont l'un des principaux sites d'absorption du glucose après un repas. Par conséquent, une masse musculaire réduite signifie une élimination du glucose moins efficace à chaque bouchée. Deuxièmement, l'inflammation chronique à l'origine de la résistance à l'insuline tend à augmenter avec l'âge, créant une situation où le signal insulinique devient plus difficile à percevoir par les cellules, précisément au moment où le système de signalisation de l'insuline commence déjà à vieillir. Ainsi, des personnes dont la glycémie était parfaitement normale à 50 ans constatent parfois une variation notable de celle-ci entre 60 et 65 ans, sans avoir modifié leurs habitudes de vie. Il ne s'agit pas d'un échec personnel, mais d'un phénomène biologique, corrigible grâce à une alimentation adaptée. Chaque aliment que je vais vous présenter agit sur votre organisme de 3 manières. Il ralentit l'absorption du sucre dans le sang après un repas, évitant ainsi une forte sécrétion d'insuline par le pancréas. Il atténue l'inflammation chronique qui perturbe le signal insulinique et diminue la réactivité des cellules. Ou bien, cela améliore directement la sensibilité de vos récepteurs à l'insuline, aidant ainsi vos cellules à répondre à cette stimulation et à absorber le glucose comme prévu. Inutile d'ajouter les 5 aliments du jour au lendemain. Introduisez-les progressivement sur une période de 2 ou 3 semaines, laissez votre corps s'adapter et observez attentivement l'évolution de votre glycémie, car chez la plupart des gens, cette réaction est plus rapide qu'on ne le pense. Le premier aliment est la lentille,
et je souhaite commencer par celui-ci car les lentilles sont elles-mêmes un glucide, et expliquer comment un glucide peut faire baisser la glycémie est au cœur du sujet de cette vidéo. Voici ce qui distingue les lentilles du riz blanc, du pain blanc ou des pommes de terre blanches qui provoquent des pics de glycémie. Les lentilles sont composées d'amidon résistant, un type de glucide que votre intestin grêle ne peut pas décomposer rapidement. Outre cet amidon résistant, elles contiennent une importante quantité de fibres solubles et une dose significative de protéines végétales. Grâce à ces trois composants, le glucose contenu dans une lentille est libéré dans votre sang lentement et régulièrement pendant plusieurs heures, plutôt que d'un seul coup. Votre pancréas n'a jamais à paniquer. Il n'a jamais à inonder votre organisme d'insuline pour contrer un pic glycémique déjà survenu. Au contraire, il peut libérer l'insuline calmement et proportionnellement à une arrivée progressive et maîtrisable de glucose. Les lentilles ont un autre avantage, souvent méconnu, ce que les chercheurs appellent l'effet du second repas. Lorsque vous consommez des lentilles au déjeuner, la libération lente et régulière de glucose qu'elles induisent ne se limite pas à protéger votre glycémie pendant le repas. Cet effet se prolonge l'après-midi et le soir, ce qui signifie que votre glycémie au dîner est plus stable que si vous aviez consommé du riz blanc. Cet effet dure plusieurs heures après le repas et s'amplifie avec le temps lorsque les lentilles deviennent un aliment régulier de votre semaine. Cliniquement, remplacer le riz blanc ou les pommes de terre par des lentilles, même quelques fois par semaine, est l'un des moyens les plus fiables que je connaisse pour faire baisser significativement le taux des HbA1c sur une période de 3 mois. Et pour les personnes de plus de 63 ans, les lentilles présentent un autre avantage non négligeable. Elles sont riches en protéines végétales, ce qui est important car les protéines contribuent à préserver la masse musculaire qui diminue naturellement avec l'âge. Or, une masse musculaire plus importante favorise une meilleure digestion du glucose à chaque repas. Une tasse de lentilles cuites contient environ 18 grammes de protéines, ainsi que des fibres et de l'amidon résistant, ce qui en fait l'un des aliments les plus complets sur le plan nutritionnel. Consommez une demi-tasse à une tasse de lentilles cuites 2 à 3 fois par semaine. Utilisez-les dans une soupe, un ragoût chaud ou une salade froide avec un filet d'huile d'olive et de vinaigre. Elles absorbent merveilleusement bien les saveurs, sont suffisamment rassasiantes pour remplacer le grignotage de l'après-midi qui était probablement à l'origine de leurs propres problèmes, et elles ne coûtent presque rien. J'ai eu des patients qui, au départ, étaient réticents à l'idée de manger des lentilles, les associant à un plat fade et sans saveur. 3 mois plus tard, ils revenaient me voir après avoir préparé une simple soupe de lentilles et de tomates qu'ils consommaient 2 fois par semaine, car leur famille l'appréciait suffisamment pour qu'ils la redemandent. Les aliments que l'on intègre régulièrement à son alimentation sont toujours plus bénéfiques que le plat parfait que l'on prépare une seule fois et que l'on ne refasse jamais. Les lentilles présentent également un avantage pratique, notamment pour les personnes de plus de 63 ans qui disposent d'un revenu fixe ou d'un budget alimentaire serré. Elles sont extrêmement bon marché, qu'elles soient sèches ou en conserve, se conservent longtemps, se stockent facilement, cuisent relativement vite, surtout les variétés rouges ou décortiquées qui ne nécessitent pas de trempage, et permettent d'obtenir une quantité de soupe ou de ragoût bien supérieure à celle de la viande ou du poisson, à budget égal. Si votre budget est un véritable frein à votre alimentation, les lentilles constituent probablement l'amélioration la plus rentable que vous puissiez apporter à votre glycémie, gramme pour gramme, dollar pour dollar. Le deuxième aliment est le germe de brocoli, et je tiens à retenir votre attention, car c'est l'aliment le plus sous-utilisé et le plus négligé de toute cette vidéo. S'il figure spécifiquement sur cette liste pour les personnes de plus de 63 ans, c'est en raison des effets du vieillissement sur le foie. Je ne parle pas du brocoli entier et mature que vous connaissez déjà, mais des jeunes pousses de 3 jours que vous pouvez faire pousser dans un bocal pour quelques centimes, ou que vous achetez au rayon fruits et légumes de la plupart des supermarchés pour quelques euros. La différence entre les deux est énorme et a une importance capitale. Les germes de brocoli contiennent entre 50 et 100 fois plus de sulforaphane qu'un brocoli adulte. Autrement dit, une petite poignée de germes apporte une dose équivalente à celle qu'il faudrait consommer en mangeant une quantité astronomique de brocoli mature. Le sulforaphane agit d'une manière unique sur cette liste, il se dirige vers le foie et ralentit ce que les chercheurs appellent la production de glucose nocturne. Voici ce que cela signifie. Votre foie produit du glucose pendant votre sommeil. Dans un organisme sain, il s'agit d'un processus contrôlé et régulier qui fournit au cerveau et aux organes le glucose stable dont ils ont besoin pendant le jeûne.
Mais chez les personnes souffrant d'insulinorésistance, un problème particulièrement fréquent après 63 ans, le foie perd son équilibre et produit beaucoup trop de glucose pendant la nuit, même lorsque la glycémie est déjà élevée. C'est pourquoi tant de personnes de plus de 60 ans constatent que leur glycémie la plus élevée de la journée n'est pas après un repas, mais au réveil, avant même d'avoir mangé. Elles ont jeûné toute la nuit et leur foie a continué à libérer du sucre inutile dans le sang. Des études ont montré que le sulforaphane contenu dans les germes de brocoli cible spécifiquement cette surproduction hépatique et la réduit, avec des effets particulièrement marqués chez les personnes dont la glycémie à jeûne matinal est la plus difficile à contrôler. Consommez les germes de brocoli crus ou légèrement flétris, car la chaleur détruit le sulforaphane. Une petite poignée, environ un quart de tasse, sur une salade ou un sandwich la plupart des jours suffit pour en tirer profit. Si vous n'en avez jamais cultivé, les germoirs sont peu coûteux et les graines sont bon marché. En 3 jours de trempage, vous obtenez un aliment frais et vivant qui pousse directement sur votre plan de travail. Il ne s'agit pas d'une mode passagère, mais d'une des interventions les plus directes et ciblées pour un problème de glycémie qui prend naissance dans le foie plutôt que dans l'assiette. Le 3e aliment est constitué de graines de chia, et leur mode d'action est visible avant même qu'elles n'atteignent votre estomac. Si vous avez déjà observé des graines de chia trempées dans un verre d'eau ou un bol de yaourt pendant 10 minutes, vous avez déjà constaté le mécanisme, cette transformation spectaculaire de minuscules graines dure en une gelée épaisse et onctueuse. C'est cette gelée qui est essentielle. Le chia est l'une des sources les plus riches en fibres solubles disponibles en supermarché. Au contact de l'eau dans l'estomac, ces fibres forment ce gel épais que vous avez déjà observé dans le verre. Ce gel enrobe les glucides du reste du repas, ralentissant ainsi leur digestion et leur absorption. Il en résulte une hausse douce et progressive de la glycémie, évitant le pic brutal qui se produirait sans le chia, et une réponse insulinique proportionnelle et modérée. Mais pour les personnes de plus de 63 ans, le chia présente un autre avantage qu'il convient d'examiner séparément. C'est l'une des meilleures sources végétales d'acides gras oméga 3, un type de graisse aux effets anti-inflammatoires reconnus. Comme mentionné précédemment, l'inflammation chronique de bas grade est l'un des principaux mécanismes responsables de la diminution de la sensibilité des cellules à l'insuline avec l'âge. Les oméga 3 contenus dans le chia agissent progressivement pour réduire cette inflammation au niveau cellulaire, améliorant ainsi la réactivité des récepteurs à l'insuline affaiblis par des années de signalisation inflammatoire. L'effet n'est pas aussi rapide qu'avec les fibres solubles, il s'agit d'un changement plus lent et plus profond qui se construit progressivement sur plusieurs semaines ou mois d'utilisation régulière. C'est pourquoi les graines de chia sont particulièrement efficaces en association avec les autres aliments de cette liste, plutôt que consommées seules. 1 à 2 cuillères à soupe par jour constitue une dose quotidienne pratique. Incorporez-les à un yaourt, mixez-les dans un smoothie ou ajoutez-les à un verre d'eau avec un filet de citron et laissez infuser 10 minutes avant de boire. Buvez toujours beaucoup d'eau en même temps, car une fibre aussi dense a besoin de liquide pour bien transiter. Commencez par une cuillère à soupe et laissez à votre système digestif une semaine environ pour s'adapter avant de passer à 2, surtout si votre alimentation n'est pas déjà particulièrement riche en fibres. Certaines personnes constatent qu'une consommation trop rapide de graines de chia peut provoquer des ballonnements ou des troubles digestifs passagers, le temps que le microbiote intestinal s'adapte à l'augmentation de la quantité de fibres. C'est normal et cela se stabilise en 1 semaine environ pour la plupart des gens. Cependant, y aller progressivement rend la transition beaucoup plus confortable et réduit considérablement le risque d'abandonner complètement cette habitude par inconfort pendant la période d'adaptation. Il est important de noter, en particulier pour les personnes de plus de 63 ans, que les graines de chia sont également une source intéressante de calcium, environ 2 cuillères à soupe fournissent environ 18% de l'apport quotidien recommandé. La densité osseuse devient de plus en plus importante avec l'âge, et le calcium provenant des aliments est généralement mieux absorbé que celui provenant des compléments alimentaires. Consommer du calcium grâce aux graines de chia tout en améliorant sa glycémie est un bon exemple de la façon dont les bons choix alimentaires peuvent agir sur plusieurs problèmes à la fois, sans que l'on ait à y penser séparément. Le 4e aliment est le poisson gras, en particulier le saumon et le maquereau. Celui-ci agit sur le problème à la racine d'une manière plus directe qu'aucun autre aliment. Il ne ralentit pas le transit intestinal. Il n'apporte pas de fibres solubles. Son action consiste à s'attaquer à la cause même du développement et de l'aggravation de la résistance à l'insuline.
Le saumon et le maquereau figurent parmi les aliments complets les plus riches en 2 acides gras oméga 3 spécifiques, l'EPA et le DHA. Ces composés comptent parmi les anti-inflammatoires naturels les plus puissants connus et agissent directement sur la membrane cellulaire, la surface externe de chaque cellule de l'organisme où se trouvent les récepteurs d'insuline. Lorsque l'inflammation chronique endommage ces membranes, les récepteurs d'insuline qui y sont intégrés se déforment et deviennent moins réactifs. Une consommation régulière d'EPA et de DHA contribue à restaurer l'intégrité structurelle de ces membranes, rendant la surface des récepteurs plus fluide, plus réactive et plus apte à reconnaître l'insuline et à y répondre. Chez les personnes de plus de 63 ans, ce mécanisme revêt une importance particulière, bien plus grande qu'à 45 ans. Avec l'âge, les membranes cellulaires deviennent naturellement plus rigides et moins fluides, un processus qui aggrave la résistance à l'insuline causée par des décennies d'inflammation chronique. L'EPA et le DHA contenus dans les poissons gras luttent précisément contre ce raidissement lié à l'âge, ce qui explique en partie pourquoi une consommation régulière de poissons gras présente des bienfaits particulièrement marqués chez les personnes âgées par rapport aux plus jeunes. Consommez 2 portions par semaine, chacune de la taille de votre paume environ. Le saumon sauvage, le maquereau, les sardines et le hareng sont d'excellentes sources. Cuisinez-les au four, au grill ou achetez-les en conserve si votre budget est limité, car le maquereau et les sardines en conserve sont parmi les sources d'EPA et de DHA les plus économiques disponibles en supermarché. Remarque importante pour les personnes prenant déjà des anticoagulants ou des antiagrégants plaquettaires, les suppléments d'huile de poisson à forte dose peuvent interagir avec ces médicaments. Si vous prenez de la warfarine ou un médicament similaire, consultez votre médecin pour connaître la dose qui vous convient. Le poisson entier, consommé en quantité normale, est généralement sans danger, mais il est important d'en parler si vous suivez un traitement médicamenteux lourd. Le 5e aliment est le vinaigre de cidre, et c'est celui qui a l'effet le plus rapide et visible de toute cette liste. Si vous avez un lecteur de glycémie, vous pouvez observer son action en temps réel ce soir, au dîner. Le composé actif est l'acide acétique, et son action simultanée lui confère une efficacité exceptionnelle en tant qu'intervention avant les repas. Premièrement, il ralentit la vidange gastrique, ce qui signifie que l'estomac libère les aliments dans l'intestin grêle plus lentement. Cette libération plus lente entraîne une absorption plus lente du glucose, et donc une hausse de la glycémie plus douce et plus facile à gérer après le repas. Deuxièmement, il améliore directement la sensibilité à l'insuline, aidant ainsi les cellules musculaires à absorber le glucose sanguin et à l'utiliser plus efficacement comme source d'énergie. Par conséquent, le glucose présent dans le sang après un repas est éliminé plus rapidement et plus complètement. Des recherches publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture ont démontré qu'une cuillère à soupe de vinaigre prise avant un repas contenant des glucides peut réduire significativement le pic de glycémie postprandiale. Dans certaines études, cet effet est comparable à celui de certains médicaments hypoglycémiants, ce qui est remarquable pour un produit qui coûte quelques euros la bouteille et ne nécessite aucune ordonnance. Pour les personnes de plus de 63 ans, le vinaigre de cidre mérite une attention particulière pour une raison supplémentaire. Après 60 ans, l'estomac produit généralement un peu moins d'acide qu'à un plus jeune âge, ce qui influe sur la digestion et l'absorption de certains nutriments, notamment des minéraux comme le calcium et le magnésium. L'acide acétique contenu dans le vinaigre de cidre peut compenser cette légère baisse d'acidité gastrique, favorisant ainsi une meilleure absorption des nutriments et contribuant à la régulation de la glycémie. Ces bienfaits sont importants pour la santé osseuse et cardiovasculaire à long terme, contrairement aux personnes plus jeunes qui consomment le même aliment avec autant d'importance. Prenez une cuillère à soupe diluée dans un grand verre d'eau, 10 à 15 minutes avant un repas contenant des glucides. Il est essentiel de toujours le diluer, car l'acide acétique pur est très agressif pour l'émail des dents et la muqueuse de la gorge et de l'œsophage. En consommer régulièrement risque d'aggraver le problème. Si le goût est difficile à supporter même dilué, ajoutez un filet de citron ou une pincée de sel marin, ce qui, pour beaucoup, le rend beaucoup plus agréable. Si vous prenez déjà des médicaments pour contrôler votre glycémie, parlez-en à votre médecin avant d'adopter cette habitude. En effet, l'association du vinaigre et de certains médicaments contre le diabète peut faire baisser la glycémie plus rapidement que chacun des médicaments pris séparément, ce qui peut parfois entraîner une chute plus importante que prévu. J'aimerais également aborder un point que j'entends assez souvent lorsque je recommande le vinaigre de cidre, la crainte que cela paraisse trop simple, trop bon marché,
trop banal pour être aussi efficace que le suggèrent les recherches. Je comprends cette réaction. Nous avons tendance à faire confiance aux choses chères et compliquées, et à être sceptiques face aux produits bon marché présents dans les supermarchés depuis des décennies. Mais le mécanisme est simple et sans mystère, c'est de la chimie pure. L'acide acétique ralentit la vidange gastrique et améliore l'absorption du glucose stimulé par l'insuline dans les tissus musculaires. Il ne s'agit pas de remèdes de grand-mère, mais de mécanismes documentés par des recherches évaluées par des pairs. Parfois, l'intervention la plus simple est simple parce qu'elle agit directement sur un problème simple, et le fait qu'elle ne se présente pas sous forme de pilule ne la rend pas moins réelle. Permettez-moi de vous parler d'une patiente que j'appellerai Hélène. Cette bibliothécaire scolaire retraitée de 67 ans est venue me consulter avec une glycémie à jeûne qui avait atteint 192 mg par décilitre et un taux des HbA1c dans la fourchette diabétique. Son précédent médecin lui avait annoncé qu'un deuxième traitement médicamenteux serait inévitable, et elle portait cette nouvelle comme un fardeau depuis sa dernière consultation. Elle n'était pas en surpoids, ne buvait pas d'alcool et son alimentation n'était pas considérée comme mauvaise. Elle consommait sans s'en rendre compte une alimentation riche en glucides raffinés, un bol de céréales le matin, du riz blanc presque tous les soirs au dîner, des biscuits salés et un biscuit l'après-midi, sans se soucier de l'impact de ces aliments sur sa glycémie tout au long de la journée. Nous n'avons pas drastiquement son alimentation. Nous avons ajouté des aliments, en lui expliquant le rôle de chacun dans son organisme, plutôt que de simplement suivre une liste dont elle n'avait pas confiance. Les lentilles ont remplacé le riz blanc 3 soirs par semaine. Une poignée de germes de brocoli a été ajoutée à son sandwich du midi chaque jour. Des graines de chia ont été incorporées à son yaourt du matin, qu'elle consommait déjà sans y penser. Du saumon ou du maquereau sont apparus à son menu 2 fois par semaine. Et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué est devenue une habitude, un quart d'heure avant le dîner, les soirs où son repas était le plus riche en glucides. Elle a mesuré sa glycémie à jeûne le matin avec un lecteur qu'elle possédait déjà. Dès la première semaine, ses glycémies à jeûne ont commencé à baisser, pas de façon spectaculaire, mais de façon constante. En 6 semaines, sa glycémie matinale se situait entre 100 et 90 mg par décilitre. Lors de sa consultation de suivi à 3 mois, son taux des HbA1c était revenu à la limite supérieure de la normale, prédiabète, et à 6 mois, il avait encore baissé. Son médecin, qui s'apprêtait à lui prescrire un deuxième médicament lorsqu'Hélène est venue me consulter, a finalement réduit la dose du premier. 18 mois plus tard, sa glycémie est restée stable. Elle ne s'est pas affamée. Elle n'a pas supprimé complètement les glucides. Elle a ajouté 5 aliments que son corps, à 67 ans, était parfaitement capable de assimiler. Et sa biologie a fait le reste. Permettez-moi maintenant de relier ces 5 éléments, car c'est la compréhension de ce schéma qui rend cette approche durable, et non pas une simple tentative ponctuelle abandonnée. Les lentilles ralentissent l'afflux de glucose en transformant un glucide rapide en un glucide lent, protégeant ainsi le pancréas d'une surproduction après chaque repas. Les germes de brocoli agissent directement sur le foie et calment la surproduction de glucose nocturne qui fait grimper la glycémie à jeûne avant même d'avoir mangé. Les graines de chia enrobent les glucides de vos repas d'un gel, ralentissant leur absorption et apaisant l'inflammation cellulaire qui, avec le temps, diminue la sensibilité de vos récepteurs à l'insuline. Les poissons gras agissent en profondeur, restaurant la fluidité de la membrane cellulaire, essentielle au bon fonctionnement des récepteurs à l'insuline. Cet effet se renforce progressivement avec une consommation régulière. Quant au vinaigre de cidre, il vous offre une solution immédiate pour atténuer le pic de glycémie postprandiale les jours où vous consommez beaucoup de glucides, tout en favorisant l'acidité gastrique nécessaire à une bonne absorption des nutriments après 60 ans. Chacune de ces 5 actions cible un aspect différent du même problème, et leur combinaison régulière produit un effet bien supérieur à celui de chaque action prise individuellement. C'est là tout l'intérêt, ne pas compter sur un seul aliment pour tout faire. Vous utilisez 5 aliments pour agir sur le problème en amont, au niveau du foie, sur le problème intermédiaire, au niveau intestinal, lors de la digestion, et sur le problème en aval, au niveau cellulaire, où l'insuline est captée ou non. J'aimerais ajouter un point qui me semble plus important pour les personnes de plus de 63 ans que pour les plus jeunes confrontés au même problème. À ce stade de la vie, la durabilité n'est pas un simple avantage, c'est une nécessité. J'ai accompagné des patients qui ont suivi des régimes drastiques de 30 jours,
supprimant presque tous les glucides, perdant 5 kilos en un mois et voyant leur glycémie se normaliser de façon spectaculaire, pour finalement reprendre la majeure partie de ce poids en 6 mois, car cette approche était impossible à maintenir sur le long terme. Les 5 aliments que je décris aujourd'hui sont différents, car il s'agit d'ajouts, et non de suppression. Vous ajoutez des aliments qui enrichissent votre alimentation actuelle, plutôt que de construire une relation entièrement nouvelle avec les aliments. Il est incontestablement plus facile de maintenir l'ajout d'aliments à son alimentation que leur suppression, ce qui est particulièrement important à un âge où changer des habitudes profondément ancrées demande un effort plus conscient qu'à 35 ans. La personne qui ajoute une cuillère à soupe de chia à son yaourt du matin chaque jour pendant 3 ans obtiendra presque toujours de meilleurs résultats en matière de glycémie à long terme que celle qui adopte un régime très pauvre en glucides pendant 60 jours, puis revient progressivement à son alimentation initiale. La constance sur le long terme est toujours payante, et ces 5 aliments ont été choisis notamment parce qu'il est vraiment facile de les intégrer régulièrement à son alimentation. Avant de vous proposer un plan pratique pour ce soir et cette semaine, il est important de préciser une chose, ces aliments font baisser la glycémie, et c'est exactement leur rôle. Cependant, si vous prenez déjà un médicament qui abaisse votre glycémie, l'ajout de ces aliments peut parfois faire baisser les chiffres plus rapidement que prévu par votre traitement actuel, ce qui peut parfois entraîner une chute de glycémie plus importante que prévu. Cela ne signifie pas pour autant que vous ne devez pas ajouter ces aliments à votre alimentation. Cela signifie que vous pouvez les ajouter progressivement, pendant que votre médecin surveille vos analyses et ajuste votre dose de médicaments à la baisse à mesure que votre état s'améliore. Apportez cette vidéo et cette liste à votre prochain rendez-vous et discutez-en avec votre médecin. N'arrêtez jamais un traitement de votre propre initiative. Laissez vos analyses s'améliorer et laissez votre médecin réagir en conséquence. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, en 5 étapes simples qui ne nécessitent pas de nouvelles courses si votre cuisine est déjà bien approvisionnée. Ce soir, avant votre repas principal, prenez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau, 15 minutes avant de vous mettre à table. C'est le changement le plus rapide que vous puissiez faire, et vous le constaterez sur votre lecteur de glycémie si vous en avez un. Demain matin, ajoutez une cuillère à soupe de graines de chia à votre petit déjeuner habituel, à un yaourt, à un smoothie ou à un verre d'eau citronnée. Cette semaine, remplacez le riz blanc ou les pommes de terre blanches par des lentilles au moins 2 fois par jour. Préparez une simple soupe de lentilles ou ajoutez des lentilles en conserve à une salade si cuisiner vous semble trop compliqué pour commencer. Cette semaine, intégrez du poisson gras à votre menu à 2 reprises. Le saumon ou le maquereau en conserve conviennent parfaitement si le frais n'est pas dans votre budget ou n'est pas facilement disponible là où vous habitez. Dans les prochains jours, procurez-vous des germes de brocoli dans votre supermarché ou commandez un germoir et des graines en ligne, et ajoutez-en une petite poignée à votre déjeuner chaque jour. Intégrez ces changements progressivement sur 2 semaines. Certains vous paraîtront naturels immédiatement, d'autres nécessiteront peut-être quelques jours pour s'intégrer à vos habitudes. N'essayez pas de tout changer dès le premier jour, car cela a tendance à vous décourager et à vous faire abandonner au bout d'une semaine. C'est en les ajoutant 1 ou 2 à la fois, sur 2 semaines, et en les maintenant régulièrement, que ces changements s'installent durablement. Tout ce que nous avons abordé aujourd'hui contribue à stabiliser votre glycémie pendant les heures où vous mangez et digérez. Cependant, de nombreuses personnes de plus de 63 ans me confient que leur mesure la plus déroutante de la journée est leur glycémie à jeûne du matin, celle qu'elles prennent avant d'avoir mangé quoi que ce soit. Ils ont jeûné toute la nuit, sans faire d'écart, et pourtant leur glycémie est plus élevée le matin qu'au coucher. Il y a une raison précise et bien connue à cela, tout est lié à l'activité du foie pendant le sommeil. Comme je l'ai mentionné, les germes de brocoli contribuent à y remédier, mais pour faire baisser efficacement cette glycémie matinale, il faut aussi envisager d'autres stratégies. J'ai réalisé une vidéo dédiée qui explique en détail ce qui se passe pendant la nuit et comment y remédier directement. Je vous recommande de la regarder ensuite, car si votre glycémie à jeûne est ce qui vous préoccupe le plus, c'est dans cette vidéo que vous trouverez les réponses. À bientôt.